Cette phrase peut sembler brutale, mais elle renferme une vérité que Freud a découverte il y a plus d'un siècle et qui hante encore les cabinets de consultation du monde entier. Il existe une force invisible qui façonne chaque relation que vous construisez, chaque décision que vous prenez, chaque fois que vous vous sabotez alors que vous êtes sur le point d'être vraiment heureux. Et cette force a un nom très précis, votre mère. Je ne parle pas nécessairement de la femme qui vous a donné la vie. Je parle de l'image maternelle qui s'est installée dans votre inconscient avant même que vous ne développiez les mots pour la nommer. Cette figure qui continue de vous murmurer à l'oreille des décennies plus tard, dictant des règles silencieuses sur ce que vous méritez, comment vous devez vous comporter, et surtout, comment vous devez aimer et être aimé. Peut-être croyez-vous avoir surmonté tout cela, que vous avez grandi, compris, pardonné, que vous vivez dans une autre ville, que vous avez construit votre propre vie, que vous n'avez plus aucun contact. Mais observez vos derniers choix amoureux. Remarquez le type de personne qui vous attire, la façon dont vous réagissez aux conflits, ce qui se passe en vous lorsque quelqu'un vous témoigne un amour véritable et inconditionnel. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous reconnaîtrez un schéma qui persiste, une mélodie familière qui résonne au fond de chaque relation. Freud a appelé cela la compulsion de répétition, notre tendance inconsciente à recréer des situations émotionnelles du passé, en particulier celles qui nous ont blessés. Mais pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi, au lieu de rechercher ce qui nous guérit, insistons-nous pour choisir ce qui nous blesse? La réponse se trouve dans la première relation amoureuse de votre vie, celle qui a défini votre modèle interne du fonctionnement de l'amour. La vérité inconfortable est que votre mère est toujours présente dans chaque « je t'aime » que vous murmurez, dans chaque dispute que vous provoquez, dans chaque moment où vous vous éloignez quand quelqu'un se rapproche trop. Elle vit dans vos attentes impossibles, dans votre besoin d'approbation, dans votre peur ancestrale de l'abandon. Même si elle est partie, même si vous ne vous parlez plus depuis des années, même si vous avez changé de pays. Car le problème ne réside pas dans la femme de chair et d'os. Le problème réside dans la version d'elle que vous portez en vous comme un programme informatique fonctionnant en arrière-plan, influençant chaque décision sans que vous vous en rendiez compte. Et tant que vous n'affronterez pas cette présence fantomatique, vous continuerez à danser une valse que vous avez apprise avant même de savoir marcher. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une théorie académique. C'est une carte de votre propre labyrinthe émotionnel, dessinée par quelqu'un qui a consacré sa vie à comprendre pourquoi nous répétons les mêmes erreurs amoureuses génération après génération. Préparez-vous, car reconnaître ce fantôme est la première étape pour vous en libérer. Il existe une étrange sensation que vous connaissez bien, même si vous n'avez jamais réussi à la mettre en mots. C'est ce moment où vous êtes sur le point de prendre une décision importante, accepter un travail, mettre fin à une relation, déménager dans une autre ville, et où une voix familière résonne dans votre tête. Ce n'est pas votre voix. Elle est plus ancienne, plus profonde, chargée d'une autorité que vous n'avez jamais consciemment remise en question. Êtes-vous sûr? Et si ça ne marche pas? Les gens vont penser que tu es égoïste. Tu te souviens de la dernière fois où tu as essayé ça? Cette voix a un pouvoir hypnotique. Elle parvient à paralyser vos décisions, à remettre en question vos intuitions, à vous faire reculer juste au moment où vous devriez avancer. Et le plus troublant, elle ressemble exactement à celle de votre mère, même si celle-ci se trouve à l'autre bout du monde ou est décédée depuis des années. Freud a découvert que notre inconscient ne fait pas la distinction entre le passé et le présent. Pour votre cerveau primitif, cette première figure d'autorité, généralement la mère, reste vivante et active en vous, comme un programme installé dans votre système d'exploitation émotionnelle. Elle n'a pas besoin d'être physiquement présente pour influencer vos choix. En fait, son influence est parfois encore plus puissante en son absence, car vous ne pouvez plus la confronter directement. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment heureux et épanoui. Maintenant, observez ce qui s'est passé ensuite. Combien de fois avez-vous saboté ce bonheur avec des pensées telles que « c'est trop beau pour être vrai » ou « je ne mérite pas cela ». Combien de fois avez-vous créé un problème là où il n'y en avait pas, ou vous êtes-vous éloigné de quelqu'un qui vous aimait sincèrement? Ce sabotage n'est pas accidentel. C'est le fantôme maternel qui vous protège comme il l'a toujours fait, en vous gardant petit, contrôlable, en sécurité dans les limites qu'il a fixées. Car pour ce fantôme, votre indépendance émotionnelle représente une trahison, un abandon, la preuve que vous n'avez plus besoin de lui. Ce qui rend cela encore plus troublant, c'est la façon dont ce contrôle se manifeste de manière subtile et apparemment inoffensive.
Vous remarquez peut-être que vous vous demandez toujours « que va penser un tel ?» avant d'acheter un vêtement différent, ou que vous ressentez un nœud à l'estomac lorsque quelqu'un complimente quelque chose que vous avez bien fait. C'est peut-être ce sentiment de culpabilité lorsque vous vous amusez trop, comme si la joie était une trahison envers quelqu'un qui a souffert pour vous élever. Ou bien observez comment vous réagissez lorsque vous devez dire non à une demande. Même lorsque la demande est absurde, même lorsque vous êtes débordé, quelque chose en vous vous murmure qu'être ferme, c'est être cruel, que fixer des limites, c'est être ingrat. Cette voix a appris il y a des décennies que l'amour signifie sacrifice inconditionnel, et maintenant, elle régit chaque interaction sociale. La manifestation la plus cruelle de ce contrôle apparaît dans les relations. Vous vous sentez attiré par des personnes émotionnellement indisponibles qui répètent les mêmes schémas d'affection intermittente que vous avez appris à la maison. Ou bien vous choisissez des partenaires que vous pouvez sauver ou réparer, recréant inconsciemment la dynamique de prendre soin d'une mère blessée ou en manque d'affection. Quand quelqu'un vous aime de manière constante, sans drame, sans condition, sans jeux émotionnels, vous vous sentez mal à l'aise. Cela vous semble faux, suspect, ennuyeux. Votre système interne de reconnaissance de l'amour a été calibré pour identifier la souffrance comme synonyme de passion, l'instabilité comme preuve d'intensité. C'est comme si vous portiez une antenne émotionnelle réglée sur la fréquence du chaos affectif. Les personnes équilibrées n'apparaissent tout simplement pas sur votre radar, ou lorsqu'elles apparaissent, vous les trouvez fades, prévisibles, sans alchimie. Mais ce manque d'alchimie est en fait l'absence de l'adrénaline du traumatisme que votre corps a appris à associer à l'amour. Le plus effrayant est de réaliser que vous pouvez faire cela à vos propres enfants, si vous en avez. Sans vous en rendre compte, vous transmettez peut-être les mêmes messages silencieux que vous avez reçus. Ne brillez pas trop, vous allez éclipser les autres. Ne soyez pas égoïste, pensez toujours aux autres d'abord. Le véritable amour est souffrance. Le fantôme ne se contente pas de vous contrôler, il vous utilise pour se perpétuer. Freud comprenait que nous ne sommes pas des victimes passives de ce processus. Inconsciemment, nous collaborons à notre propre emprisonnement émotionnel parce qu'il nous est familier. Le connu, même lorsqu'il est douloureux, semble plus sûr que l'inconnu, même lorsqu'il est prometteur. C'est comme vivre dans une maison qui prend l'eau. Vous savez qu'elle est humide, mais au moins vous connaissez chaque fuite. Et ainsi, nous restons des orphelins émotionnels entourés de gens, mais toujours à la recherche de cette première approbation qui ne viendra jamais sous la forme que nous imaginons. Nous cherchons dans les visages des autres l'expression que nous n'avons jamais vue sur son visage, la fierté inconditionnelle, l'amour sans exigence, l'acceptation totale. Mais comment reconnaître quelque chose que nous n'avons jamais connu? La tragédie, c'est que ce fantôme n'essaie pas de vous détruire. Dans sa logique déformée, il vous protège, il vous maintient dans les schémas familiers de la douleur, car au moins cette douleur est connue, prévisible, contrôlable. Mais reconnaître ce fantôme n'est qu'un début, car derrière lui se cache une vérité encore plus profonde sur la façon dont votre cœur a appris à aimer et pourquoi cet apprentissage peut saboter votre chance d'être vraiment heureux. Il y a un moment dans votre enfance, vous ne vous en souvenez pas consciemment, mais il est gravé dans chaque fibre de votre être, où vous avez regardé votre mère et ressenti quelque chose qui ne peut être décrit que comme le premier amour de votre vie. Ce n'était pas seulement de la dépendance ou un besoin d'attention, c'était une adoration pure, totale, désespérée. Vous auriez fait n'importe quoi pour gagner ce sourire, pour être le centre de cette attention, pour devenir tout ce dont elle avait besoin. Freud a appelé cela le complexe d'Œdipe, mais en dépouillant la théorie de ces termes techniques, ce qu'il a réellement découvert était quelque chose de beaucoup plus simple et dévastateur. Votre capacité à aimer a été entièrement façonnée par cette première expérience de passion. Votre mère est devenue le modèle original auquel tous vos futurs amours seront inconsciemment comparés. Si cette première relation était saine, cohérente, affectueuse, vous avez probablement développé un modèle interne qui recherche et reconnaît l'amour véritable. Mais si elle était marquée par l'incohérence, la froideur, la manipulation ou l'abandon émotionnel, votre carte de l'amour a été faussée dès le début. Et voici le problème. Vous ne savez pas que vous utilisez une carte erronée. Observez vos relations amoureuses comme si vous étiez un détective enquêtant sur une série de crimes similaires. Vous remarquerez des schémas perturbants. Peut-être tombez-vous toujours amoureux de personnes qui vous maintiennent dans un état d'anxiété constant, sans jamais savoir exactement où vous en êtes dans leur vie. Ou peut-être êtes-vous attiré par des partenaires qui ont besoin d'être sauvés,
qui ont des problèmes complexes que vous pensez pouvoir résoudre avec suffisamment d'amour. Il se peut que vous ayez un faible pour les personnes autoritaires qui prennent des décisions à votre place, vous faisant vous sentir à la fois protégé et petit. Ou alors vous recherchez des partenaires critiques qui soulignent vos défauts pour votre bien, vous poussant à faire constamment des efforts pour prouver votre valeur. Ce qui rend cela encore plus cruel, c'est la façon dont ces schémas se déguisent en préférences personnelles. Vous croyez avoir un type, que vous êtes simplement plus attiré par les personnes intenses ou provocantes. Vous ne réalisez pas que vous êtes attiré par des blessures qui font écho à vos propres blessures primaires. Chacun de ces schémas est une photocopie émotionnelle de votre relation originelle avec votre mère. Si elle était froide et distante, vous recherchez inconsciemment la même froideur, en espérant que cette fois-ci, vous parviendrez à faire fondre la glace et à conquérir l'amour que vous avez toujours désiré. Si elle était envahissante et contrôlante, vous pouvez vous sentir attiré par des personnes possessives, confondant contrôle et attention. Si votre mère alternait entre des moments d'affection et des accès de colère, vous pouvez devenir accro à ces montagnes russes émotionnelles, interprétant l'instabilité comme de la passion. Si elle était critique et n'était jamais satisfaite de vos efforts, vous pouvez rechercher des partenaires perfectionnistes qui trouvent toujours quelque chose à améliorer chez vous. Le plus tragique, c'est que lorsque vous trouvez enfin quelqu'un qui vous aime de manière mature, stable, sans jeu psychologique, vous ressentez un étrange vide. Où sont passées les montagnes russes émotionnelles? Où est passé le sentiment de conquérir quelqu'un de difficile? Où est passée cette adrénaline de ne pas savoir si vous serez abandonné le lendemain? Cette tranquillité d'un amour sain peut sembler ennuyeuse pour un cœur habitué au traumatisme. C'est comme si vous aviez passé toute votre vie à écouter de la musique à plein volume et que lorsque quelqu'un joue enfin une mélodie douce, vous pensez qu'il n'y a pas de musique du tout. Votre système nerveux a été conditionné à associer le drame à l'amour, le chaos à la passion. Freud a observé que nous transférons à nos partenaires amoureux non seulement nos schémas amoureux, mais aussi nos blessures non guéries. Inconsciemment, nous essayons d'utiliser chaque nouvelle relation pour résoudre d'anciens traumatismes, en imposant une responsabilité impossible à des personnes qui ne savent même pas qu'elles sont appelées à guérir des blessures qu'elles n'ont pas causées. C'est pourquoi vous pouvez vous comporter comme un enfant en manque d'affection avec votre partenaire, explosant de colère de manière disproportionnée lorsqu'il arrive avec 5 minutes de retard, ou désespérant lorsqu'il ne répond pas immédiatement à un message. Il ne s'agit pas des 5 minutes ou du message, il s'agit de cette première personne qui aurait dû vous rassurer et qui n'y est pas parvenue. Vous pouvez vous surprendre à faire des tests inconscients, provoquer des disputes pour voir s'il va partir, être difficile pour vérifier s'il a suffisamment de patience, créer des situations où vous avez besoin d'être sauvé pour confirmer que vous êtes aimé. Ce sont tous des échos de cet enfant qui essayait désespérément de comprendre comment fonctionne l'amour à travers les signaux confus de sa mère. Le contraire peut également se produire. Vous devenez hyper vigilant, anticipant un rejet qui n'existe pas, interprétant chaque silence comme un désintérêt, chaque absence comme un abandon, ou vous devenez le partenaire parfait, supprimant vos besoins pour ne pas déranger, répétant le rôle de l'enfant bien élevé que vous avez appris à jouer pour conserver l'amour maternel. La révélation la plus douloureuse est que vous pouvez saboter systématiquement toute chance d'amour réel, car l'amour réel ne ressemble pas à ce que vous avez appris à appeler l'amour. Il est trop calme, trop prévisible, trop sûr. Il manque cette familiarité toxique de l'incertitude constante. Et tant que vous ne reconnaîtrez pas que vous essayez de résoudre une blessure vieille de plusieurs décennies dans chaque relation actuelle, vous continuerez à transformer chaque partenaire en une version actualisée de votre mère et à vous demander pourquoi la fin est toujours la même. Mais il existe une issue à ce labyrinthe, et elle passe par le fait d'affronter une vérité encore plus dérangeante sur la façon dont vous avez appris à rester prisonnier. Il y a une culpabilité qui vit dans votre poitrine et qui n'a pas de nom dans les dictionnaires. Ce n'est pas la culpabilité d'avoir fait quelque chose de mal, ni le remords d'avoir blessé quelqu'un. C'est quelque chose de plus ancien, de plus profond, comme si vous étiez né avec une dette que vous ne pourrez jamais rembourser complètement. Freud a identifié ce sentiment comme une culpabilité primordiale, un sentiment qui précède toute action spécifique et qui s'installe dans l'âme de l'enfant comme une vérité incontestable. Cette culpabilité murmure des messages qui sont devenus la bande originale de votre existence. Vous êtes un fardeau pour les autres. Votre bonheur fait du mal à ceux qui vous aiment. Si tu brilles trop,
quelqu'un restera dans l'ombre à cause de toi. C'est comme s'il existait une balance cosmique, où ta joie provoque automatiquement la tristesse d'une autre personne, en particulier celle de ta mère. Tu reconnais peut-être ce sentiment dans ces moments où tu es sincèrement heureux et où soudain, une voix intérieure te demande « Mais elle alors? Et si elle souffre pendant que vous vous amusez ?» Ou lorsque vous obtenez une promotion au travail et qu'au lieu de vous réjouir, vous vous sentez mal de vous mettre en avant. Ou lorsque quelqu'un vous complimente et que vous pensez immédiatement à toutes les personnes qui méritent plus que vous. Freud a compris que cette culpabilité ancestrale trouve ses racines dans la dynamique familiale primitive. L'enfant, dans son innocence, absorbe non seulement les mots explicites, mais aussi les messages silencieux. Le soupir fatigué de sa mère lorsqu'elle rentre à la maison, son regard distant pendant le dîner, la tristesse qu'elle porte comme une ombre invisible. Et l'enfant, dans sa logique magique, en conclut qu'il est en quelque sorte responsable de cette douleur. Si je n'étais pas né, elle serait libre. Si j'étais un meilleur fils, elle serait heureuse. Si je n'avais pas autant de besoins, elle pourrait vivre sa propre vie. Ces conclusions enfantines se cristallisent en vérités absolues qui régissent la vie adulte des décennies plus tard. La culpabilité ancestrale se manifeste de manière subtile, mais dévastatrice. Vous remarquez peut-être que vous minimisez toujours vos réalisations lorsque vous les partagez, comme s'il était dangereux de montrer trop de fierté envers vous-même. Ou que vous avez du mal à accepter des cadeaux ou des faveurs, car vous avez l'impression de prendre quelque chose à quelqu'un. Peut-être faites-vous partie de ces personnes qui s'excusent sans cesse, d'occuper de l'espace, d'avoir une opinion différente, d'exister tout simplement. Cette culpabilité crée un schéma particulier dans vos relations. Vous vous sentez obligé d'être utile pour mériter l'amour. Il ne suffit pas d'être qui vous êtes. Vous devez servir, résoudre des problèmes, être indispensable. C'est comme si votre valeur en tant que personne dépendait exclusivement de votre capacité à soulager la souffrance des autres, en particulier des figures maternelles dans votre vie. Le plus insidieux, c'est que cette culpabilité se déguise en vertu. La société vous applaudit pour être altruiste, généreux, toujours prêt à aider. Mais derrière cette apparente bonté se cache un enfant terrifié, jonglant avec ses émotions pour s'assurer que personne ne l'abandonnera parce qu'il est égoïste. Freud a observé que cette dynamique crée ce qu'il a appelé des enfants parentaux, des enfants qui assument des responsabilités émotionnelles pour les adultes qui les entourent. Ils apprennent à lire les micro-expressions, à anticiper les besoins, à devenir de petits thérapeutes familiaux. Et lorsqu'ils grandissent, ils continuent à jouer ce rôle dans toutes leurs relations. Vous pouvez reconnaître cela dans la façon dont vous assumez automatiquement la responsabilité lorsque quelque chose ne va pas dans une relation. Qu'ai-je fait de mal ? Comment puis-je réparer cela? Même lorsque la situation n'est clairement pas de votre responsabilité, une voix intérieure insiste sur le fait que, d'une manière ou d'une autre, vous auriez pu éviter le problème si vous aviez été meilleur. La culpabilité ancestrale se manifeste également dans la difficulté à dire non. Chaque refus semble être une trahison, chaque limite fixée semble être de la cruauté. C'est comme si vous aviez intégré la croyance qu'il n'y a qu'une quantité limitée d'amour dans le monde, et que revendiquer votre part revient à voler quelqu'un qui en a plus besoin. L'aspect le plus tragique de cette culpabilité est la façon dont elle se perpétue à travers les générations. Sans vous en rendre compte, vous transmettez peut-être les mêmes messages à vos propres enfants, qu'ils sont responsables de votre bien-être émotionnel, que votre bonheur dépend de leur comportement, que l'amour est une monnaie d'échange qui doit être constamment gagnée et qui peut être perdue à tout moment. Cette culpabilité n'est pas la vôtre. Elle vous a été transmise par quelqu'un qui la portait également, qui a aussi été enfant un jour et qui a absorbé les mêmes messages toxiques. C'est un héritage émotionnel, transmis de mère en fils, de génération en génération, comme un virus psychologique qui infecte des lignées entières. Mais voici quelque chose que Freud a découvert et qui peut sembler révolutionnaire pour ceux qui vivent sous le poids de cette culpabilité. Vous n'êtes pas né pour porter la souffrance de quelqu'un d'autre. Votre seule véritable responsabilité est envers votre propre vie, vos propres rêves, votre propre parcours. Et reconnaître cela n'est pas de l'égoïsme. C'est la première étape pour briser un cycle ancestral de souffrance. Cependant, il y a quelque chose de plus profond qui se passe ici, quelque chose qui explique pourquoi vous continuez à choisir des relations et des situations qui alimentent cette culpabilité, même lorsque votre esprit rationnel sait que vous devriez arrêter. Il existe un phénomène étrange que Freud a observé chez ses patients et qui peut sembler complètement irrationnel à première vue. Notre tendance inexplicable à recréer encore et encore
exactement les mêmes situations qui nous ont blessés dans le passé. Il a appelé cela la compulsion de répétition, et c'est peut-être l'un des mécanismes les plus cruels et les plus paradoxaux de l'esprit humain. Pensez à votre propre vie pendant un instant. Combien de fois vous êtes-vous promis de ne plus jamais vous engager avec quelqu'un qui vous traite mal, pour vous retrouver, quelques mois plus tard, dans la même dynamique toxique avec une autre personne? Combien de fois avez-vous juré de ne plus jamais laisser quelqu'un vous dévaloriser au travail pour accepter un autre emploi où le même schéma se répète? C'est comme s'il existait une force magnétique qui vous attire vers des situations qui font écho à vos blessures d'origine. Et le plus troublant, c'est que vous ne le faites pas consciemment. Au contraire, votre esprit rationnel croit sincèrement que vous faites des choix différents. Mais votre inconscient continue de fonctionner selon le même ancien programme. Freud a découvert que nous répétons non pas parce que nous aimons souffrir, mais parce que ce qui nous est familier, même si c'est douloureux, nous donne une illusion de contrôle. C'est comme si l'enfant blessé en vous disait « Cette fois, ce sera différent. Cette fois, je vais réussir à réparer cette personne, à conquérir cet amour impossible, à prouver que je suis digne de l'approbation que je n'ai jamais reçue. » La compulsion à la répétition se manifeste de manière étonnamment précise. Si votre mère était émotionnellement absente, vous pouvez vous découvrir amoureux de personnes qui ne sont jamais vraiment présentes, toujours trop occupées, trop distantes, trop importantes pour vous accorder toute leur attention. Si elle était critique, vous pouvez être attiré par des partenaires qui trouvent toujours quelque chose à améliorer chez vous. Si votre mère alternait entre des moments d'affection et des accès de colère, vous pouvez devenir accro aux relations instables, interprétant les montagnes russes émotionnelles comme une passion intense. Si elle utilisait la culpabilité pour vous contrôler, vous pouvez rechercher des personnes qui font exactement la même chose, confondant manipulation et attention. Ce qui rend cela encore plus complexe, c'est que vous développez une sorte de radar émotionnel extrêmement précis pour identifier les personnes qui vont recréer ces dynamiques. Parmi 100 personnes à une fête, vous serez inconsciemment attiré par celles qui portent les mêmes blessures que vous. C'est comme si vous parliez couramment la même langue traumatique. Le plus effrayant est de réaliser à quel point cette attirance se produit de manière presque automatique. Vous pouvez être dans une conversation apparemment informelle et ressentir cette alchimie inexplicable avec quelqu'un qui, si vous preniez le temps de l'analyser rationnellement, présente tous les signaux d'alarme que vous devriez éviter. Mais cette personne déclenche quelque chose de profond en vous, une familiarité que vous confondez avec le destin. Cette répétition compulsive se manifeste également dans des schémas plus subtils. Peut-être choisissez-vous toujours des professions où vous devez constamment prouver votre valeur à des figures d'autorité qui ne semblent jamais complètement satisfaites. Ou peut-être vous impliquez-vous systématiquement dans des groupes sociaux où vous occupez la position de celui qui prend soin de tout le monde, mais où l'on prend rarement soin de vous. Freud a remarqué que cette répétition remplit une fonction psychologique spécifique. Elle maintient en vie l'espoir enfantin qu'un jour vous parviendrez à résoudre la relation d'origine. C'est comme si chaque nouvelle relation était une nouvelle chance de convaincre votre mère de vous aimer comme vous en avez toujours eu besoin. Bien sûr, cela ne fonctionne jamais, car vous essayez de guérir une blessure vieille de plusieurs décennies à travers des personnes qui ne savent même pas qu'elles sont appelées à jouer ce rôle. La tragédie est que, pendant que vous êtes occupé à essayer de réparer le passé à travers le présent, vous passez à côté d'opportunités réelles de construire quelque chose de sain et de nouveau. Les personnes qui pourraient vous offrir un amour sincère, stable et mature n'apparaissent tout simplement pas sur votre radar émotionnel, car elles n'activent pas vos anciens schémas familiaux. C'est comme si vous étiez un musicien qui ne reconnaît que les mélodies en mineur, car c'est ainsi que vous avez appris la musique. Quand quelqu'un joue quelque chose en majeur, joyeux, harmonieux, simple, vous ne pouvez pas l'identifier comme de la vraie musique. Cela vous semble étrange, sans profondeur, presque artificielle. Mais voici quelque chose de crucial que je dois vous dire. Reconnaître ce schéma est déjà le premier pas pour le briser. Et si vous vous reconnaissez dans ces mots, si vous ressentez ce malaise familier de voir vos propres schémas exposés de cette manière, cela signifie que votre esprit conscient est enfin en train de se connecter à des processus qui opéraient auparavant complètement dans l'ombre. Il existe une communauté de personnes qui vivent exactement le même parcours que vous, des personnes qui prennent conscience de ces schémas inconscients et décident de faire quelque chose de différent de leur vie. Si vous souhaitez participer à cette conversation, partager vos propres découvertes, ou simplement savoir que vous n'êtes pas seul dans cette démarche, laissez un commentaire en indiquant le schéma
que vous avez le plus reconnu en vous. Parfois, nommer ce qui nous arrive est déjà la moitié du chemin vers la guérison. La compulsion à la répétition n'est pas votre destin. Il s'agit simplement d'un ancien programme qui tourne en arrière-plan, et les programmes peuvent être réécrits. Mais pour cela, vous devez d'abord comprendre pourquoi ce programme a été installé et quelle fonction il remplit dans l'architecture de votre personnalité. Ce que Freud a découvert, c'est que derrière la compulsion à la répétition se cache quelque chose d'encore plus fondamental, une addiction. Pas une addiction chimique, mais une addiction émotionnelle aussi puissante que n'importe quelle drogue. Une addiction à la dynamique même qui vous fait du mal, car cette dynamique, aussi douloureuse soit-elle, vous relie à la seule forme d'amour que vous avez appris à reconnaître. Et c'est cette addiction que nous devons examiner maintenant, car elle explique pourquoi, même lorsque vous savez rationnellement que vous devriez faire un choix différent, quelque chose en vous continue d'être attiré par les mêmes types de personnes, les mêmes situations, les mêmes fins prévisibles et douloureuses. Il existe une drogue qui circule librement dans la société, plus addictive que n'importe quelle substance chimique, et vous en êtes probablement dépendant sans même vous en rendre compte. Cette drogue, c'est l'approbation extérieure, en particulier l'approbation de figures qui reflètent l'énergie maternelle. Et comme toute addiction, elle détourne votre système de récompense, vous poussant à prendre des décisions de plus en plus destructrices dans la recherche de la prochaine dose de validation. Freud a observé que lorsqu'un enfant ne reçoit pas une approbation constante et inconditionnelle, il développe ce qu'il a appelé une faim narcissique, un besoin vorace et jamais satisfait d'être vu, validé, choisi. Cette faim ne diminue pas avec l'âge, elle se sophistique simplement, trouvant des moyens plus subtils de se manifester à l'âge adulte. Vous reconnaissez peut-être cette addiction dans la façon dont votre humeur change radicalement en fonction de la réaction de certaines personnes. Un compliment de quelqu'un que vous admirez peut vous faire flotter pendant des jours, tandis qu'une critique subtile peut complètement détruire votre estime de soi. C'est comme si votre thermostat émotionnel était entre les mains d'autres personnes, en particulier celles qui occupent des positions d'autorité ou qui vous rappellent d'une manière ou d'une autre votre mère. La dépendance à l'approbation engendre des comportements compulsifs spécifiques. Vous pouvez vous surprendre à vérifier de manière obsessionnelle les réactions des gens lorsque vous dites quelque chose d'important, en analysant chaque micro-expression à la recherche de signes d'approbation ou de rejet. Ou peut-être avez-vous développé la capacité de lire les ambiances émotionnelles avec une précision chirurgicale, en ajustant votre personnalité en temps réel pour maximiser vos chances d'être accepté. Ce qui rend cette dépendance particulièrement insidieuse, c'est qu'elle se camoufle en vertu sociale. Vous pouvez être félicité pour être attentionné, serviable, toujours disponible, alors qu'en réalité, vous ne faites qu'alimenter une compulsion. C'est comme si vous étiez devenu un caméléon émotionnel, changeant de couleur en fonction de l'environnement, mais perdant complètement la notion de votre couleur d'origine. Cette addiction se manifeste également par l'incapacité à prendre des décisions importantes sans consulter plusieurs avis. Non pas parce que vous appréciez sincèrement les conseils des autres, mais parce que vous avez besoin de la sécurité de savoir que votre choix sera approuvé. C'est comme si vous étiez incapable de vous fier à votre propre jugement, cherchant toujours une validation extérieure pour vous sentir sur la bonne voie. Observez comment cela affecte vos conversations. Vous pouvez vous surprendre à approuver des opinions que vous ne partagez pas, à rire de blagues que vous ne trouvez pas drôles ou à feindre de vous intéresser à des sujets qui vous ennuient, tout cela pour conserver l'approbation du groupe. C'est comme si votre personnalité authentique était un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre au risque de perdre vos relations sociales. Le plus cruel dans cette dépendance, c'est qu'elle vous pousse à tolérer des situations et des relations qui sont clairement néfastes. Vous pouvez rester des années dans des emplois qui vous rabaissent, des amitiés qui vous épuisent ou des relations qui vous dévalorisent, simplement parce que ces personnes vous donnent parfois des miettes d'approbation que votre système dépendant interprète comme de l'amour. Freud a remarqué que ce schéma trouve ses racines profondes dans la relation avec la figure maternelle. Si votre mère était incohérente dans ses manifestations d'affection, tantôt affectueuses, tantôt froides, vous avez peut-être développé une très grande tolérance à l'intermittence émotionnelle. En fait, l'amour constant peut même vous sembler suspect, car votre système a été calibré pour valoriser ce qui est rare et difficile à obtenir. La dépendance à l'approbation explique également pourquoi vous pouvez être attiré par des personnes narcissiques ou émotionnellement indisponibles.
Ces personnes sont expertes dans l'art de donner leur approbation de manière intermittente et contrôlée, créant ainsi un cycle addictif, dans lequel vous travaillez de plus en plus pour obtenir la prochaine dose de validation. C'est comme une machine à sous émotionnelle. La récompense est rare, mais lorsqu'elle arrive, elle est suffisamment intense pour vous inciter à continuer à jouer. La manifestation la plus subtile de cette dépendance apparaît dans votre relation avec la réussite professionnelle et sociale. Vous construisez peut-être toute votre vie, non pas sur ce qui vous épanouit véritablement, mais sur ce qui, selon vous, vous apportera le plus d'approbation. Vous choisissez des carrières qui impressionnent, des relations qui font bien sur Instagram, des loisirs qui vous rendent intéressants aux yeux des autres. Il existe également une dimension physique de cette addiction qui est rarement abordée. Votre corps peut développer des symptômes de sevrage lorsqu'il ne reçoit pas sa dose régulière d'approbation. Anxiété, agitation, sensation de vide dans la poitrine. Et lorsque vous recevez enfin cette validation, vous ressentez un soulagement presque physique, comme si vous aviez pris un puissant analgésique. Le problème, c'est que lorsque votre estime de soi dépend de sources externes, vous n'êtes jamais vraiment en sécurité. Vous pouvez avoir tous les succès du monde, mais continuez à vous sentir vide à l'intérieur, car vous savez inconsciemment que tout cela peut vous être retiré à tout moment. C'est comme construire une maison sur du sable mouvant. Elle peut sembler solide, mais ses fondations sont fondamentalement instables. Cette dépendance vous maintient prisonnier de relations dans lesquelles vous donnez constamment plus que vous ne recevez, en espérant que votre générosité excessive soit récompensée par l'approbation que vous désirez tant. Vous pouvez devenir l'éternel ami utile, la personne que tout le monde recherche quand ils ont besoin de quelque chose, mais qui est rarement une véritable priorité pour quelqu'un. La guérison de cette addiction commence par la reconnaissance que vous recherchez à l'extérieur, quelque chose qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Aucune approbation extérieure ne pourra combler le vide laissé par une enfance où vous ne vous êtes pas senti véritablement vu et aimé pour ce que vous étiez vraiment. Freud comprenait que la guérison ne consistait pas à obtenir enfin l'approbation que vous avez toujours recherchée, mais à développer la capacité de vous approuver, de vous choisir, de vous valider indépendamment de l'opinion des autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité émotionnelle. Mais pour atteindre ce niveau de maturité, il faut affronter certaines vérités très inconfortables sur votre relation avec votre mère et sur ce que vous devrez faire pour vous libérer de cette prison invisible. Nous arrivons au moment le plus difficile de tout ce parcours, le moment où il n'y a plus d'échappatoire possible. Toutes les couches ont été retirées, tous les mécanismes exposés, et vous devez maintenant affronter la vérité nue. Pour vous libérer de cette prison émotionnelle, vous devrez faire quelque chose qui semble impossible. Vous devrez pardonner à votre mère, non pas pour ses erreurs, mais pour ne pas avoir été la mère dont vous aviez besoin. Mais voici ce que Freud avait compris et qui peut révolutionner votre perspective. Ce pardon n'est pas un cadeau que vous lui faites. C'est la clé qui ouvre la porte de votre propre cellule. Car tant que vous considérerez votre mère comme la méchante de l'histoire, elle continuera d'avoir un pouvoir sur vous. Tant que vous aurez besoin qu'elle soit méchante pour justifier votre douleur, vous resterez énergétiquement connecté à elle. La vérité la plus brutale est que votre mère a probablement fait de son mieux avec les outils émotionnels dont elle disposait. Elle aussi a été enfant un jour, elle aussi a porté des blessures non guéries, elle aussi a dansé la valse de l'approbation impossible avec sa propre mère. La douleur qu'elle vous a causée était probablement l'écho de la douleur qu'elle portait elle-même et qu'elle n'a jamais su guérir. Cela ne signifie pas minimiser l'impact de ce que vous avez vécu. Vos blessures sont réelles, votre douleur est valable, ce que vous avez subi compte profondément. Mais cela signifie reconnaître que porter du ressentiment, c'est comme prendre du poison en espérant que l'autre personne meure. Le seul être qui est empoisonné, c'est vous-même. Freud a découvert quelque chose de révolutionnaire au sujet du pardon. Il ne se produit pas d'un seul coup, comme un moment épique d'illumination. C'est un processus, un choix, qui doit être fait à plusieurs reprises, surtout au début. C'est comme un muscle qui doit être exercé jusqu'à ce qu'il devienne assez fort pour supporter le poids de la libération. La première étape de ce pardon n'est pas de ressentir de la compassion pour votre mère. Cela peut venir plus tard, si cela vient. La première étape est de reconnaître qu'elle n'est qu'une femme. Pas une déesse, pas un monstre. Juste un être humain faillible qui a commis des erreurs parce qu'elle aussi était perdue, blessée, et qu'elle reproduisait des schémas hérités de sa propre enfance. Lorsque vous parvenez à voir votre mère comme un être humain, quelque chose de magique se produit.
Elle perd le pouvoir surnaturel qu'elle avait sur votre psychisme. La voix critique dans votre tête, qui semblait avoir le dernier mot sur votre valeur, devient simplement l'opinion d'une personne qui faisait de son mieux avec ses propres limites. Mais le pardon le plus difficile n'est pas celui que vous lui offrez, c'est celui que vous devez vous offrir à vous-même. Vous pardonnez d'avoir cru aux mensonges sur votre valeur. Vous pardonnez d'avoir passé des décennies à chercher l'approbation là où elle n'était jamais disponible. Vous pardonnez d'avoir choisi des relations qui reproduisaient votre blessure d'origine. Vous pardonnez de ne pas avoir surmonté cela plus tôt. Freud comprenait que la culpabilité que nous portons pour nos propres choix destructeurs est souvent plus lourde que la colère que nous ressentons envers les autres. Parce qu'il est plus facile de blâmer ceux qui nous ont fait du mal que d'assumer la responsabilité d'avoir laissé cette blessure diriger notre vie pendant si longtemps. Voici quelque chose qui doit être dit très clairement. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé quand vous étiez enfant, mais vous êtes responsable de ce que vous en faites maintenant, que vous êtes adulte. Et cette responsabilité, loin d'être un fardeau, est en fait votre passeport vers la liberté. La confrontation nécessaire n'est pas avec votre mère physique. Elle n'est peut-être même plus en vie, ou vous n'avez peut-être plus de contact. La confrontation est avec l'image interne que vous avez d'elle, avec la version d'elle qui vit dans votre tête et qui continue à dicter des règles sur ce que vous méritez, comment vous devez vous comporter, ce que vous pouvez ou ne pouvez pas ressentir. Cette confrontation se produit à travers une conversation imaginaire où vous dites enfin tout ce que vous n'avez jamais pu dire, où vous exprimez votre colère, votre tristesse, votre déception, mais aussi votre compréhension, où vous dites adieu à l'enfant qui avait besoin d'être sauvé par elle et où vous embrassez l'adulte qui peut se sauver tout seul. C'est à ce moment de confrontation interne que vous réalisez quelque chose de transformateur. Vous n'avez plus besoin de son approbation, ni celle de la personne réelle, ni celle que vous avez en tête. Vous pouvez vous approuver, vous pouvez vous choisir, vous pouvez vous aimer comme vous avez toujours mérité d'être aimé. La confrontation nécessaire prend fin lorsque vous parvenez à regarder votre histoire et à dire « Cela s'est produit, cela m'a profondément blessé, mais cela ne définit pas qui je suis et ne limite pas qui je peux devenir. J'ai survécu, j'ai appris, et maintenant je choisis quelque chose de différent. » Car de l'autre côté de cette confrontation, il y a quelque chose que vous avez peut-être oublié être possible, la liberté d'être vraiment vous-même, sans peur, sans culpabilité, sans le besoin constant de prouver votre valeur. La liberté d'aimer et d'être aimé sans les chaînes invisibles du passé déterminant chacun de vos mouvements. Et c'est cette liberté que nous allons explorer maintenant, non pas comme un fantasme lointain, mais comme une réalité concrète à votre portée, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Il se passe quelque chose d'extraordinaire lorsque vous lâchez enfin les liens invisibles qui vous retenaient au passé. C'est comme si vous aviez passé toute votre vie à porter un poids énorme sur vos épaules et que soudain, quelqu'un vous montrait que vous aviez toujours eu la possibilité de simplement le poser par terre. La sensation initiale peut être étrange, presque effrayante. Après tout, ce poids est devenu si familier que vous avez oublié ce que c'est que de marcher sans lui. Freud a appelé ce moment « individuation », la naissance du vrai moi, libéré des conditionnements parentaux. Mais ne vous y trompez pas, cette liberté n'arrive pas comme une explosion de lumière. Elle arrive comme un calme profond, une paix que vous n'avez peut-être jamais connue auparavant. Dans les premiers jours qui suivent cet éveil, vous pouvez vous sentir désorienté. Lorsque la voix critique intérieure se tait, lorsque vous cessez de rechercher compulsivement l'approbation, lorsque vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur à chaque instant, il reste un silence étrange là où il n'y avait auparavant que du bruit. C'est dans ce silence que votre véritable voix, celle qui a été étouffée pendant des décennies, peut enfin émerger. Vous commencez à remarquer des changements subtils mais profonds. Vous réalisez peut-être que vous ne vérifiez plus obsessionnellement les réactions des gens lorsque vous parlez, ou que vous pouvez dire « non » sans ressentir de culpabilité corrosive. Vous découvrez peut-être que vos choix, qu'il s'agisse de ce que vous mangez au petit déjeuner ou de décisions importantes concernant votre carrière, commencent à venir de l'intérieur et non d'un besoin de satisfaire les fantômes du passé. Les relations se transforment de manière presque magique. Les personnes qui vous attiraient auparavant, celles qui reproduisaient la dynamique familiale toxique, cessent tout simplement d'apparaître sur votre radar émotionnel. C'est comme si vous aviez changé de fréquence. Et lorsqu'elles apparaissent encore, vous les reconnaissez immédiatement pour ce qu'elles sont, des échos du passé qui tentent de vous ramener à vos anciens schémas. En revanche,
Vous commencez à remarquer des personnes qui étaient auparavant invisibles pour vous, celles qui vous offrent un amour constant, qui ne jouent pas avec vos émotions, qui vous voient et vous apprécient pour ce que vous êtes vraiment. Au début, cela peut sembler étrange, voire suspect, mais peu à peu, vous apprenez à faire confiance à cette nouvelle forme de connexion. La créativité qui était bloquée par des années de peur et d'auto-sabotage recommence à couler à flot. Les projets que vous remettiez à plus tard, jusqu'à ce que vous ayez le courage, semblent soudain non seulement possibles, mais inévitables. C'est comme si une source qui était obstruée avait enfin été débloquée, et que l'eau coulait désormais librement et en abondance. Le changement le plus profond concerne peut-être votre relation avec la solitude. Ce qui était auparavant un vide terrifiant, car cela signifiait être seul avec vos pensées critiques, devient un refuge sacré. Vous découvrez que votre propre compagnie peut être non seulement tolérable, mais aussi profondément enrichissante. Le plus beau, c'est que cette liberté se propage aux personnes qui vous entourent. Vos enfants, si vous en avez, commencent à respirer plus librement, car ils n'ont plus à porter le poids de vos attentes non résolues. Vos partenaires se sentent moins obligés de combler des vides qui ne leur incombaient pas. Vos amis découvrent une version de vous-même plus authentique, plus présente, plus sincèrement intéressée par eux. Freud croyait que lorsqu'une personne se libère de ses schémas inconscients, elle devient un agent de guérison non seulement pour elle-même, mais aussi pour toute sa lignée. Vous brisez un cycle de souffrance qui peut s'être répété pendant des générations. Vous devenez un ancêtre conscient pour les générations futures. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais de douleur ou ne rencontrerez plus jamais de défis. Mais désormais, vous les affrontez en tant qu'adulte à part entière et non plus en tant qu'enfant blessé déguisé. Vous avez accès à toute votre force, à toute votre sagesse, à toute votre capacité de choix. La première étape pratique de cette transformation est étonnamment simple. Commencez à remarquer quand vous agissez à partir de la blessure et quand vous agissez à partir d'un choix conscient. Non pas pour vous juger, mais pour vous éveiller. La conscience, comme l'a découvert Freud, est le premier et le plus puissant instrument de changement. Chaque fois que vous vous surprenez à rechercher compulsivement l'approbation, arrêtez-vous et respirez. Chaque fois que vous ressentez cette culpabilité familière pour avoir fixé une limite, rappelez-vous qu'elle n'est que l'écho d'un ancien programme. Chaque fois que vous vous sentez attiré par quelqu'un qui reproduit vos blessures, reconnaissez le schéma avec compassion et faites un choix différent. Votre cheminement vers la libération ne s'arrête pas là. En fait, elle ne fait que commencer. Mais maintenant, vous avez la carte, vous avez les outils et plus important encore, vous avez conscience que la clé de votre prison a toujours été entre vos mains. Et si ces mots ont touché quelque chose de profond en vous, si vous vous êtes reconnu dans cette histoire, je vous invite à partager. À quel moment avez-vous réalisé que vous étiez encore contrôlé par les blessures du passé ? Votre expérience peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour faire le premier pas vers sa propre liberté. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans ce voyage et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.